Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser le schéma électrique X-relais de notre coffret de perceuse. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il fallait un certain nombre de composants pour alimenter le moteur électrique de notre perceuse industrielle. Beaucoup plus que pour une perceuse domestique, sur laquelle on ne verra qu'un bouton marche et qu'un moteur. Ici, nous l'avons vu, il nous fallait un sectionneur pour commencer. Albert! Oui, Barnabé. Est-ce que vous pouvez me chercher un sectionneur, s'il vous plaît? Un sectionneur. Voilà. Un sectionneur. Merci, Albert. Non, Albert, ceci n'est pas un sectionneur, ceci est une pince coupante, Albert. Voilà, donnez-moi un sectionneur, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors, voici donc le sectionneur qui sert à séparer donc l'installation de son alimentation électrique. Il nous faut aussi un organe de commutation et de protection contre les courts-circuits. Ici, l'organe de commutation, c'est le contacteur, et la protection contre les courts-circuits est assurée par un disjoncteur magnétothermique qui protège contre les courts-circuits et aussi contre les surcharges, au cas où le moteur chaufferait, par exemple. Il nous faut un transformateur qui va nous permettre de fabriquer la tension nécessaire au circuit de commande, qui est en 24 volts, et il nous faudra donc le jeu de portes fusibles qui vont permettre de protéger le circuit amont et le circuit aval de notre transformateur. Enfin, il nous faudra un bornier pour relier les composants qui sont situés à l'intérieur de l'armoire électrique avec les composants qui servent au dialogue homme-machine. Albert, Alors, bon, non, Albert, ça, je suis d'accord que d'habitude, on dialogue avec les machines comme ça, mais non, normalement, sur une machine, on met plutôt ce genre de choses, de voyants, de boutons poussoirs, etc. Donc, on va commencer le schéma électrique tout de suite par l'alimentation, c'est-à-dire le sectionneur. La première chose à faire est donc, en tout premier lieu, de faire un nouveau folio, donc nouveau A4 paysage. Et là, nous allons installer notre premier composant, qui, rappelons-le, est un interrupteur sectionneur. Vous trouverez le symbole dans les interrupteurs. Alors, le choix est donné entre interrupteur tétrapolaire et interrupteur tripolaire. Nous, on va prendre un tétrapolaire. On ne va pas insulter l'avenir. Peut-être que nous allons alimenter notre transformateur par du 220 volts. Et on aura besoin à ce moment-là du neutre. Alors, on va prendre un tétrapolaire. On va déjà le marquer comme ça. Et puis, comme j'en ai acheté un, on va tout de suite marquer sa référence. On va modifier l'objet en cliquant sur ce symbole. On va laisser le symbole Q1, qui est le symbole qu'on utilise souvent, enfin la lettre Q pour les interrupteurs sectionneurs, enfin pour les sectionneurs, les organes de séparation. Donc Q1, alors 1 parce que c'est le premier du circuit, il y en a qu'un, c'est pas compliqué. Ensuite, on va changer les valeurs, on va mettre la référence. Albert, c'est quoi la référence du sectionneur? C'est un Baco PR12. Baco PR12. Alors je suppose que il a un pouvoir de couplure de 12 ampères. Ben, c'est indiqué 4 kW en AC3. Alors 4 kW en AC3. Donc il est capable de couper du courant alors que le moteur tourne. Un moteur de 4 kW. Le nôtre fait 0,55 kW, donc il va convenir. Donc vous ferez attention quand vous sélectionnerez un sectionneur, de faire attention à son pouvoir de coupure, c'est-à-dire l'intensité qu'il est capable de couper, ou alors la puissance du moteur. Il faudra regarder ça. Je vous demanderai de le faire d'ailleurs. Composant, le disjoncteur moteur, donc on va le trouver dans les disjoncteurs moteur, le voici. On va l'installer juste en dessous du sectionneur, porte fusible, non du sectionneur, interrupteur sectionneur. Et on va renommer donc ce composant, on va peut-être faire un petit coup de... Donc il s'appelle Q2, alors Q, pourquoi? C'est un disjoncteur, mais pourtant les disjoncteurs, ils utilisent aussi la lettre Q puisqu'ils ont un pouvoir de séparation. Ils ont une fonction de séparation plutôt. Alors qu'est-ce qu'on avait comme référence? Qu'on avait trouvé quoi? Un GV2 ME06. GV2 ME06. Donc lui, il est capable de couper quel genre de puissance? C'est marqué, non? 1 à 1,6 ampères. Alors là, oui, effectivement, la partie thermique, c'est-à-dire la protection thermique, effectivement, c'est de 1, et il a une plage de réglage de 1 à 1,6 ampères. Alors, si on regarde, je vais quand même le prendre. Je peux le prendre? Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? C'est par là? C'est par là? C'est par où? Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais parce que là, je suis tout petit. Mais ici, vous avez donc une molette de réglage qui va vous permettre de régler, donc en fonction du moteur que vous allez installer sur ce disjoncteur, vous pouvez régler de 1 à 1,6 ampères. Donc nous, ça nous convient, puisque sur notre plaque signalétique de moteur, on avait relevé la valeur 1,6 ampères. Donc ça convient parfaitement. C'est tout ce qu'on met pour ce disjoncteur. Je pense que c'est bon. On va faire le contacteur maintenant, cette fois-ci. Alors, vous allez trouver tout en haut de la liste des symboles le contact de contacteur, contacteur tripolaire, ça nous convient très bien.
Voilà, et on va mettre ces caractéristiques. Est-ce que vous pouvez me dire, Albert, quelle est la référence de ce contacteur? C'est un LC1 LC1 K09. K09. Et quelle puissance il est capable de commuter? Alors en 400 volts, Ouais, dites-moi bien, ça. 4 kW. 4 kW, ah bah c'est cohérent avec notre sectionneur. C'est normal puisque en général, si vous allez sur un catalogue en ligne, eh bien, les composants vous sont proposés en pack en fonction de la puissance, hein, en général du moteur, ou de l'intensité qui le traverse. Donc 4 kW AC3, tout ceci me convient parfaitement, je trouve ça très cohérent. On va peut-être déplacer un peu les indications pour les mettre sur le côté, et nous allons passer donc maintenant au moteur. Alors, il nous reste donc à installer le symbole du moteur, donc moteur à divers, moteur triphasé 3 bornes, UVW, c'est l'ancienne désignation, moteur M1. Alors plutôt que de, monsieur Albert, hein, plutôt que de préciser ses caractéristiques, autant mettre la photo de sa plaque signalétique. Donc, voilà, c'est plus simple. On va la mettre ici. Et puis là, on va pouvoir donc voir l'ensemble de ces caractéristiques qui nous sont nécessaires pour commander les composants. Donc là, on voit qu'en 400 volts, il consomme 1,6 ampères, que sa puissance est de 0,55 kW, qu'il tourne à 1400 tours minute, etc., etc. Je ne vous fais pas de dessin. On va relier donc maintenant tous ces composants par des fils. Nous allons poursuivre notre effort en installant un transformateur qui va nous permettre donc de... Alors là, je me suis trompé, il faut prendre un transformateur mono. Voilà, transformateur mono. Hop, hop. On le fait tourner tournicoti, tournicota. Je vais en profiter pour mettre ses caractéristiques. Alors, qu'est-ce qui est mentionné sur le transformateur? Alors, c'est un transformateur 230 24 volts. D'accord. Avec une puissance apparente de 40 VA. 230 24 volts. Et puissance apparente, vous m'avez dit 40 VA. Alors moi, j'ai plutôt l'habitude de voir des puissances en watts. Alors pourquoi des VA? Volt-ampère, c'est ça? Volt-ampère, exactement. Ah, donc là, on ne tient pas compte du déphasage du récepteur, donc c'est 40 VA. C'est la puissance maximum qui pourra délivrer. Bon, c'est quand même une puissance. Ça va nous permettre de calculer donc, le courant qui circule en amont dans le circuit primaire et dans le circuit secondaire, et nous permettre de définir le calibre des fusibles. Oui. Hein, donc on va faire ça tout de suite. Je vais juste déplacer les petites indications qui sont là. Et puis on va faire ça. Donc là, on a mis 40 VA. Oui. Alors, maintenant que nous avons installé le transformateur, il nous reste à mettre ses protections. Donc on va mettre des protections fusibles. Fusible une phase plus neutre, ce qui nous imposera d'utiliser le neutre. Et donc, c'est logique, puisque notre transformateur est alimenté en 230 volts, nous n'avons guère le choix. Alors ici, vous voyez que par défaut, X-Relay met des repères commençant par F, mais je préfère, à titre personnel, mettre des repères commençant par Q, puisque les fortes fusibles ont un pouvoir de sectionnement, enfin peuvent sectionner. Et donc, je vais mettre Q3, mais il faut avouer que le débat n'est toujours pas tranché, que c'est toujours l'objet d'un pugilat dans les... Non, c'est électricien. Ouais, ça recommence. Et là, je vais changer ça aussi. Q4. Voilà. Alors, nous allons presque terminer pour ces fusibles, puisqu'il va falloir maintenant choisir leur calibre. Alors, je vous montre à quoi ressemble un fusible. Donc ici, nous en avons présélectionné deux. Alors, voici le fusible qui va servir au circuit primaire et le fusible qui va servir au circuit secondaire. Alors, ils ont une taille précise puisqu'ils font 10 mm, 38 mm de long et 10 mm de diamètre. Et vous voyez qu'ils ont deux couleurs. Alors, parce qu'il y en a un qui va servir pour le circuit primaire et l'autre pour le circuit secondaire. On va voir la subtilité. Alors, comment faire, monsieur Albert, pour sélectionner les fusibles? Donc, on utilise l'indication qu'on avait trouvée sur le transformateur de 40 voltampères, la puissance. Exactement, la puissance apparente. Voilà, puisqu'on sait qu'il y a la formule, c'est la puissance apparente est égale à la tension fois l'intensité. On en déduit que l'intensité est égale à la puissance apparente divisée par la tension. Alors, elle est différente dans le circuit primaire et dans le circuit secondaire. Parce qu'on n'a pas la même tension. Et voilà. Dans le circuit primaire, c'est-à-dire ici, hein, nous avons 230 entre phase et neutre. Par contre, la tension qui est fabriquée par le circuit secondaire, c'est du 24 volts alternatif. Voilà. Donc, on n'aura pas les mêmes fusibles en amont et en aval. Alors, considérons maintenant le circuit primaire. Donc, on aura une tension qui va circuler dans ces conducteurs.
au maximum égale à, si je calcule bien, vous m'avez dit 40 voltampères divisé par 230 volts. Alors ça fait combien ça, monsieur? Alors monsieur ça Albert fait 0,17 ampères. 0,17 ampères. Ça existe ça, les fusibles de 0,17 ampères? Absolument pas. Non, ça n'existe pas. On va prendre c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut prendre alors? 0,25, c'est le calibre immédiat, et 0 en AM. En AM. Alors, si pour expliquer ce que ça veut dire, en fait, ce sont des fusibles. Un petit A et un grand M. Un petit A et un grand M. Je me trompe à chaque fois, d'accord. Petit A et grand M. Voilà. Alors ça veut dire, on a l'habitude de dire que c'est des fusibles accompagnement moteur, voilà, parce qu'ils sont capables d'encaisser la pointe d'intensité à la mise sous tension. Oui, on avait mesuré ça dans une vidéo. Alors. Sur un moteur, c'était à peu près 8 fois. 8 fois. Bon, sur un transfo, je ne sais pas, mais il y a une pointe d'intensité et il faut mettre un AM au primaire. Donc ça veut dire en fait le fusible vert. Et si on prenait un fusible de 0,25 GG usage général, eh bien, lui, il risquerait de fondre à la mise sous tension puisqu'il n'est pas prévu qu'il résiste à plus que son calibre. Donc là, en fait, pendant quelques secondes, en fait, quelques millisecondes, un fusible AM est capable d'encaisser plus que 0,25 ampères. Voilà, c'est ça le truc. Ça. Donc bien penser à mettre dans le circuit primaire un fusible de type AM. Donc on va le mettre ici, 0,25 AM. Je vais le déplacer. Hop. Et puis, alors maintenant, on va déterminer pour le circuit secondaire, c'est le même calcul. Exactement. Sauf qu'on va utiliser du fusible GG, donc on va modifier ça tout de suite. Le calcul, ce sera 40 divisé par 24, ce qui fait à peu près 1,6. 1,7. Alors, ça existe des fusibles 1,7? Non, toujours pas. Donc, toujours pas. On va prendre 2 ampères. 2 ampères. GG. Alors, 2 ampères et petit g, grand G. Usage général. Ouais. Et donc, vous avez utilisé un catalogue pour trouver ça, non, les fusibles? Tout à fait. Catalogue de Schneider. Donc, suite du schéma, la suite est plus simple. On va donc dessiner le circuit de commande. Le circuit de commande n'a qu'une seule vocation, finalement, c'est d'alimenter ou non la bobine du contacteur. Donc on va rajouter une bobine de contacteur qu'on va mettre ici, par exemple. On va déjà relier cette bobine de contacteur au neutre. On sait qu'aucun composant ne va interrompre le neutre, donc on peut déjà le dessiner. Et puis ensuite, on va alimenter cette bobine de contacteur à certaines conditions. Première des conditions, il faut que personne n'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Donc on va chercher un bouton d'arrêt d'urgence, poussoir et commutateur, le voilà, hop. On va le mettre comme ça. Deuxième condition, il faut que personne n'ouvre les portes, enfin la façade de la perceuse ou le carter de protection des courroies. J'ai pratiquement terminé le schéma électrique, vous vous débrouillerez pour retrouver tous ces composants. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vous renvoie à une autre vidéo que nous avions réalisée précédemment sur le fonctionnement de ce même schéma pratiquement. Il me reste à installer donc les bornes qui vont permettre de raccorder les composants qui sont à l'extérieur du coffre électrique, c'est-à-dire les composants dialogue homme-machine, les voyants, boutons poussoirs, etc. Ou les capteurs de porte, qui ici sont symbolisés par des commutateurs à tête tournante. Et donc pour faire ça, j'utilise une méthode très simple. Je vais entourer les composants qui sont à l'extérieur du coffre électrique, et tous ceux qui seront donc qui ne seront pas entourés, ce seront les composants du coffret électrique. Alors on va pour ça utiliser des rectangles. On va bien cocher la case pointillée ici. Et puis ensuite on va dessiner les rectangles grâce à ce symbole. Alors je vais entourer donc les composants qui sont en façade. Le bouton marche. Alors le contact de contacteur KM1, lui, il est dans l'armoire électrique. La bobine aussi. La lampe, elle, par contre, elle est à l'extérieur. Et puis, l'interrupteur de lampe de la même façon. Les portes fusibles, le transformateur, le disjoncteur, tout ça, c'est à l'extérieur. Le moteur, c'est à l'intérieur de l'armoire électrique. Le moteur, par contre, il est à l'extérieur. Je vais donc l'entourer. Et il ne me reste plus qu'à installer maintenant les bornes. Les bornes, donc on va utiliser 2 borniers différents, un bornier pour la puissance et un bornier pour le circuit de commande. Donc on va prendre des bornes de 8 mm, et pour la puissance, donc c'est très simple, en fait on installe les bornes à l'intersection des conducteurs
et de la petite zone définie par les pointillés. Donc je vais en mettre un ici et un là, une borne ici. Vous voyez qu'elle se numérote automatiquement. X11, X11, X12, X13. Pour la commande, je vais utiliser un deuxième bornier, X2. Donc je vais renommer peut-être tout simplement. Alors je ne sais pas, on va voir si ça va marcher. Donc celui-ci, bien sûr, cette borne s'appelle X14, mais je vais la renommer tout de suite, en espérant qu'ensuite ça va s'incrémenter tranquillement. X2.1. Vérifions. Et si je mets ici une autre borne, elle va peut-être s'appeler X2.2 avec un peu de chance. Eh bien, c'est raté. Donc je vais les renommer toutes une par une. On se retrouve tout de suite. Là. J'ai fini d'installer les bornes sur le dessin. Il est maintenant terminé. Vous pourrez le retrouver en description de la vidéo. Je mettrai un lien. Et il nous reste à remercier une personne qui nous a été très utile pour réaliser cette vidéo. J'ai nommé Albert, qui n'est autre, vous l'avez reconnu, que Christian Lucas, et qui était aussi responsable des effets spéciaux. Coucou. Ah et comment fais-tu ça? C'est incroyable. Bon, eh bien, on se retrouvera pour une autre vidéo ultérieurement. Merci. À bientôt. À bientôt.